Quelque chose. On y va. Til Martin. Jeg heter Lars. Og jeg heter Pia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den? Nei. Annet. Blå i denne. Nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi! Jeg fikk mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Lise? Jeg jobbet helt litt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Sånn, det er like mye nå. Nei. Nå har vi litt mer. Nå har vi litt mer. C'est quand c'est celui qui a le plus de bonbons, le plus de privilèges, qui dit c'est injuste. Et ça c'est beau. Et puis alors évidemment on voit le visage de la personne qui a le moins qui s'éclaire. Elle ne va pas devoir se battre pour. Et c'est tout le cœur du sujet en fait aujourd'hui, parce que on a décidé de faire cette conférence pour être dans l'actualité, puisqu'il y a quelques mois a été votée cette nouvelle loi sur l'égalité salariale en France, après de nouvelles lois en Islande, en Allemagne, en Grande-Bretagne, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que ça fait quand même depuis les années 70, 75 exactement, que, en tout cas pour tous les pays membres de l'Union européenne, il ne pouvait pas y avoir d'écart salarial, donc c'est déjà totalement interdit. Parce que quand la loi islandaise a été annoncée, j'ai eu beaucoup de journalistes qui m'ont appelé en disant donc maintenant c'est interdit de payer les femmes moins que les hommes. Je dis, ben, enfin, c'est interdit depuis 40 ans. Et le problème, c'est qu'effectivement, ça ne se passe pas. Parce que l'égalité salariale, c'est un sujet difficile, on le voit aujourd'hui par malheureusement le peu de monde que ça attire. C'est un sujet extrêmement complexe, mais c'est un sujet fondamental. Fondamental parce que c'est un enjeu économique pour la performance des entreprises, pour la croissance économique, mais c'est un enjeu sociétal, éthique, humain. Comment est-ce que, à partir du moment où on perçoit, que ce soit vrai ou pas, qu'on perçoit qu'on n'est pas valorisé de la même façon que l'autre moitié de l'humanité, comment est-ce qu'on veut qu'on ait toute cette confiance en nous, toute cette assertivité et toutes ces revendications, cette ambition qu'on nous demande tellement d'avoir. Donc c'est un sujet compliqué.
Moi, chaque année, je regarde les statistiques européennes. Alors, il y a des choses qui m'étonnent. Dans le pays dont je suis, dont je suis originaire, en Italie, je connais très très bien l'inégalité absolue. Et pourtant, c'est un des pays qui démontre un écart de salaire le moins important par rapport à tous les autres pays de l'Union européenne. C'est interpellant. La France est relativement bien mise. On est à 9 ou 10%, ça dépend des différentes sources, 9 ou 10% d'écart salarial non expliqué. Mais il y a évidemment des pays qui font beaucoup mieux, comme en général les pays nordiques encore et toujours, les pays nordiques qui font énormément pour avoir plus d'égalité professionnelle. Alors ce qui est intéressant dans la nouvelle loi, c'est qu'on va à chaque fois plus loin, puisque ça ne fonctionne pas, puisque l'interdiction ne fonctionne pas, alors demandons pas uniquement des moyens qui doivent être mis en œuvre, mais demandons que les résultats soient évalués pour être certain qu'il n'y a pas d'écart salarial. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en Grande-Bretagne, dont vous allez certainement entendre parler. C'est qu'il y a ce qu'on appelle une class action. Donc ce n'est pas une personne, un individu, une femme, qui va porter plainte parce que elle pense qu'elle est moins payée que l'homme qui fait exactement le même travail. Non, c'est toute une catégorie de personnes dans une entreprise. Ce sont les femmes qui travaillent chez Tesco et qui sont dans les magasins. Tesco, vous savez, c'est les supermarchés comme Casino, etc. Qui travaillent dans les magasins, qui sont aux caisses, qui sont au réassortiment, etc. Et qui gagnent sur un salaire de 11 pounds, qui gagnent 3 pounds en moins que les hommes qui travaillent dans les stocks avec les clercs, etc. Et elles disent, ce qui n'est pas normal, c'est que, oui, certes, ils ne sont pas à la caisse comme nous, mais nous avons le même niveau de qualification, nous avons le même type de travail. La pénibilité, on peut le prendre de plein de façons différentes, mais c'est peut-être plus pénible de travailler en contact direct avec les clients, leur impatience, leur insatisfaction, etc., d'avoir cette pression psychologique-là. Mais ce n'est pas normal. Et donc c'est ça qui est tout à fait nouveau dans ces nouvelles lois, ce n'est plus à travail égal, salaire égal, c'est à travail de valeur égale, salaire égal. Et ça ouvre une sacrée nouvelle perspective. Alors j'ai un super panel pour en parler aujourd'hui. Je voudrais d'abord appeler Véronique Goua, si tu veux bien venir et t'installer devant nous. Alors Véronique, elle nous vient de Suisse. Véronique est une entrepreneuse sociale comme moi. Elle dit d'ailleurs que ce qu'elle adore, c'est avoir des idées et les transformer en entreprise, mais des idées au bénéfice du monde. Elle a fondé en 2005 la fondation Equal Salary, où elle a justement inventé une façon de certifier les entreprises, donc de pouvoir mesurer où ils en étaient au niveau écart salarial et de pouvoir faire des recommandations sur comment arriver à davantage de justice salariale. Ensuite, nous avons Corinne Hirsch. Corinne. Alors Corinne, elle, c'est une femme d'entreprise puisqu'elle a travaillé 25 ans en entreprise, dont l'entreprise Yoplait. Alors, je vais vous dire quelque chose, vous ne les mangerez plus jamais de la même façon. C'est elle qui a inventé les îles flottantes. Au rayon frais, au rayon frais. Oui, mais bien sûr, oui, bien sûr, au rayon frais. Donc, c'est celles qui sont déjà faites, quoi. Voilà. Donc, et donc, voilà que c'est pour ça, maintenant, vous allez pouvoir mettre un visage sur votre gourmandise. Donc, elle est vraiment dans tout ce qui est commercial, dans tout ce qui est innovation, dans tout ce qui est marketing, mais c'est une femme d'engagement aussi. Et d'ailleurs, elle a ces deux vies-là. Après avoir déployé tous tes talents en entreprise, tu as déployé tes talents dans ton engagement, non seulement parce que tu es devenue véritablement experte de l'égalité entre les femmes et les hommes, tout type d'égalité, mais évidemment, étant donné ton parcours corporate, comme on dit, tu accompagnes les entreprises pour qu'elles soient plus vertueuses en matière d'égalité professionnelle. Et sur les engagements bénévoles, tu es vice-présidente
de PWN à Paris. Et tu es également cofondatrice du laboratoire de l'égalité. Et je sais que tu fais plein d'autres trucs. Mais voilà, donc c'est vrai, quelqu'un de particulièrement engagé. Notre troisième intervenante est Béatrice Lestic. Béatrice est une syndicaliste et c'est très important d'avoir les syndicats dans la discussion aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment partie prenante, partie responsable du fait des solutions à mettre en œuvre au niveau des entreprises. Alors depuis cet été, Béatrice est secrétaire nationale de la CFDT, donc bravo pour cette nomination-là. Et toi, tu as fait aussi toute ta carrière dans une entreprise, c'est Air France. Hein. Mais en tant à la CFDT, tu vas prendre aussi justement cette responsabilité d'égalité professionnelle. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, après notre coup de fil, j'ai déjà annoncé à Bruxelles, à la Confédération européenne des syndicats, que tu allais débarquer. Et alors, ils étaient très contents. Donc voilà. Et puis, à côté des syndicats et des expertes, hein, des personnes qui ont des solutions, ben, il nous manque quand même quelqu'un de très important. C'est l'autre partie, c'est l'entreprise, hein, qui est l'entreprise et en plus représentée aujourd'hui par un homme, par Tanguy de Belair. Merci Tanguy d'avoir accepté de venir, en plus un peu au dernier moment, donc c'est d'autant plus formidable qu'il soit là. Tu es directeur diversité chez Vinci et et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, tu as fait toute ta carrière en tant que responsable financier. Donc, on va parler des écarts salariales, responsable financier, voilà. Donc, tu es encore plus responsable, en fait, de la solution. Et oui, hélas. Hélas, heureusement, si c'est toi. Enfin, je suppose, on va le découvrir. Et donc, on va en discuter tout à l'heure avec Tanguy. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a passé toute sa carrière chez Vinci, puis il a fait une reconversion professionnelle à 180 degrés, parce qu'il s'est formé au métier de la mode, et pendant 7 ans, je pense, hein, tu as œuvré pour Louis Vuitton et d'autres marques, et Chanel, une marque chez Chanel, et puis pour revenir chez Vinci. Donc, voilà. Alors, je voudrais peut-être commencer par Corinne. Parce que Corinne, dans ton rôle de militante chez PWN, vous avez réalisé avec l'association une enquête à laquelle plus de 800 femmes ont répondu sur la relation entre les femmes et l'argent. Alors, je vais juste, avant de te donner la parole, quand je parlais d'égalité salariale au tout début de Jump, c'était au moment où est sorti ce livre « Women Don't Ask » de Sarah Lachever. Et donc moi, j'étais persuadée que s'il y avait écart salarial, c'était de notre faute. C'est parce que justement, on ne demandait pas assez. Ou on ne demandait pas assez, ou on ne demandait pas bien, ou enfin bon bref, on avait un problème qui résultait dans l'écart salarial. Et puis, il y a eu quelques années après, Boston Consulting Group qui a fait un bouquin qui s'appelait Women Want More. Alors, non seulement on ne va pas revendiquer, mais en plus, on n'est pas satisfaite. Donc, double peine. Alors, qu'est-ce que tu as découvert là auprès de ces 800 femmes ? Ben, merci pour cette introduction, merci pour votre présence. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'Assemblée, un peu moins de monde. Chez PWN, on avait essayé de faire des ateliers sur les femmes et l'argent, parce que bon, l'argent c'est quand même le nerf de la guerre, même si on n'est pas en guerre, mais c'est quand même le nerf de l'action, et peu de monde venait aux ateliers. Donc on s'est dit, bah, il faut qu'on aille comprendre ce qui se passe, et on est allé interroger les 3500 membres de notre réseau en France et en Europe. Et premier indicateur, c'était en plein milieu de l'été, en plus un questionnaire de 45 minutes d'une longueur effroyable à remplir en ligne. Et en 3 semaines, on avait eu un taux de retour de 24%. Donc là, déjà, on s'est dit, tiens, les femmes, finalement, quand on leur demande, tiens, parlez-nous de votre rapport à l'argent, eh ben, elles s'y intéressent et elles ont en tout cas envie d'en parler. Et puis après, quand on a publié les résultats, alors là, le deuxième indicateur, c'est que la presse, les médias se sont rués sur nos statistiques. Et là, on s'est dit, tiens, il y a un vide, finalement, de connaissances sur la thématique. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert dans notre enquête ? Souvent, on nous disait, les femmes, elles ont un problème avec l'argent, elles ne savent pas compter, elles ne savent pas négocier, voilà, elles ont un problème avec l'argent. Première chose qu'on a montré, c'est que les femmes n'ont pas de problème avec l'argent.
elle gère l'argent à la maison, elle s'en occupe. À la maison, soit c'est géré avec le conjoint à 50%, si c'est pas le conjoint, c'est elle qui s'en occupe toute seule. Donc il y a seulement dans 5 ou 6% des situations où il n'y a que l'homme qui s'en occupe. Elles pilotent des projets professionnels, etc. Donc elles n'ont pas de problème avec l'argent. En revanche, elles ont de problèmes avec leur argent. Et ce qui se passe par rapport à leur valorisation, leur rémunération, et qu'est-ce qui s'exprime à travers ce qu'elles valent. Après, on est rentré un peu plus dans le détail, justement, de ce qui se passe au niveau de la rémunération. Et c'est là, en fait, qu'on a trouvé ce résultat qui résulte de ces deux livres, un peu, qui fait la conjonction, c'est que aux 3/4, à 75%, alors en plus, ce sont des femmes, bac plus 5, 40 ans moyenne d'âge, 20 ans d'expérience professionnelle, donc des femmes qui sont déjà bien avancées dans leur carrière, qui sont dotées, qui sont, voilà, des femmes qui ont tous les attributs du pouvoir et de pouvoir progresser dans leur vie professionnelle. À 75%, ils nous disent « je ne suis pas satisfaite de ma rémunération ». Et après, quand on leur demande « est-ce que vous faites quelque chose ?», il n'y a que 30% qui disent « oui, je fais quelque chose ». Voilà. Donc on est là dans cette dichotomie « je ne suis pas satisfaite », mais finalement, je ne fais pas. Alors je ne fais pas pourquoi ? Parce que je n'ose pas en parler, je n'en parle pas avec les amis à 70%, je n'en parle pas au sein de l'entreprise. Je n'en parle pas parce que je sens une espèce de déterminisme féminin à 70%. Je pense que c'est plus difficile pour les femmes de parler d'argent au sein de l'entreprise que pour les hommes. Alors si c'est déjà difficile pour les femmes en général, alors pour moi encore davantage. Et voilà, donc je pense que pour introduire, on est dans ce hiatus d'insatisfaction, mais de ne pas oser avancer sur le sujet. Est-ce que l'argent, c'est du pouvoir? Alors, l'argent, c'est le pouvoir, mais c'est aussi... C'est sale, ouais. C'est sale, c'est c'est vénal. Lorsqu'on tape femme et argent sur Internet, on tombe soit sur prostituée, soit sur héritière, assez rapidement, sans caricaturer. Il y a tout, effectivement, ce background historique, on ne va pas revenir là-dessus. Mais je crois que dans les entreprises, et après on pourra en parler justement sur les blocages personnels, on accumule dans ce fameux complexe de la bonne élève. Je suis bonne élève à l'école, donc on voit que je travaille bien, donc on va me pousser. Puis quand je vais arriver dans les entreprises, je vais bien travailler, ça va se voir, et donc on va venir me proposer une augmentation, une promotion, et en fait ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie des entreprises. Donc dans les réseaux de mixité, réseaux de femmes comme PWN, notre rôle justement c'est de décoder et d'expliquer, et c'est bien pour ça qu'on a créé les réseaux de femmes, c'est pour donner aux femmes les clés de comment ça fonctionne dans les entreprises, pour leur dire, voilà, une augmentation ça se demande. Et puis après je crois que tu passeras la parole, mais d'un point de vue anecdotique, donc tu as parlé de mon engagement militant, je suis engagée sur ces sujets de l'égalité entre les femmes et les hommes depuis toute petite, par histoire familiale, avec une maman engagée, une grand-mère engagée, et pendant des années avec mon conjoint, on préparait en fin d'année nos entretiens d'évaluation, et puis à chaque fin d'année, il me disait, voilà, moi cette année j'ai fait ça, et donc je vais demander ça. Et puis je disais, ouais, tu pourrais plutôt comme ci, plutôt comme ça. Puis je lui disais, voilà, moi, chez Yoplait, j'ai fait ça. Et il a fallu que je lise un livre et que je lise cette phrase. Une augmentation, ça se demande, pour que je réalise que pendant 10-15 ans, avec mon conjoint, je l'entendais même en plus lui dire, je vais demander ça, et que même moi, tout engagé que je sois, je ne l'ai jamais fait. Je te remercie pour ce témoignage parce que ça nous renvoie à toutes et tous quelque chose de très personnel. Béatrice, avant qu'on parle de la loi, en ce qui concerne, pendant des années, tu as accompagné les salariés d'une grande entreprise. Alors certes, une entreprise publique, mais avec quand même de la marge de négociation. Elle était déjà plus publique. Non, je sais qu'elle n'est plus publique maintenant, mais... D'accord, ok. Donc il y a de la marge de négociation pour les salaires. Tu as observé le même phénomène?
Oui, on observe ça dans les négociations annuelles obligatoires qui sont les négociations salariales ou dans les négociations pour les accords égalité professionnelle. On voit bien qu'il y a une résistance forte. Alors je peux donner un exemple. On négocie dans les grandes entreprises françaises souvent des entreprises de rattrapage des écarts inexpliqués de salaire qui visent particulièrement les postes de cadre. C'est là qu'on trouve les écarts inexpliqués de salaire. Et tous les ans, on peut recommencer, parce que c'est le tonneau des nénés, c'est-à-dire qu'on se dit que ça va, au bout de 10 ans ou 12 ans, normalement, on devrait avoir récupéré les écarts. Pas du tout. Et tous les ans, on renégocie, et tous les ans, on remet une enveloppe pour les rattrapages d'inégalités de salaire. Donc oui, ça se perpétue. Je suis d'accord sur le fait que les femmes sont assez souvent, on parle des femmes cadres là, mais assez souvent, elles sont dans l'attente de la récompense et elles ont plus de mal à aller la chercher que les hommes. Oui, ça c'est clair. Et c'est vrai aussi d'ailleurs dans le monde politique, c'est vrai aussi dans le monde syndical, c'est vrai aussi dans énormément de structures où il y a des enjeux de pouvoir. Il y a un écart salarial dans le monde syndical? Il y a un écart dans l'accès aux postes de responsabilité. Donc peut-être un écart salarial, comme à la fin, mais il y a surtout un écart dans l'accès aux postes de responsabilité. Donc avant qu'on vienne sur la loi, peut-être que, j'ai une question pour Tanguy. Chez Vinci, il y a aussi une enveloppe de rattrapage? C'est très intéressant ce que tu dis, Béatrice, parce que on a longtemps confondu égalité professionnelle et égalité salariale. Je suis convaincu que travailler l'égalité professionnelle va aider l'égalité salariale. Parce que, comme Béatrice, on lit les mêmes études, c'est une réalité, ça ne change pas. Depuis 2000, c'est établi par un certain nombre d'études européennes, l'avancée, le mini-progrès stagne. Et donc, oui, on a des écarts. Alors, il y a une grande difficulté chez Vinci, c'est, et la loi va nous aider, c'est travail égal, salaire égal, dans la même classification de la convention collective. Et tout ça est un bon moyen de ne jamais, finalement, traiter le sujet complètement. Parce qu'on finit toujours par trouver quelqu'un qui vous explique par A plus B, on a beaucoup d'ingénieurs chez Vinci, qu'il n'y a pas d'écart. Je vous le démontre, voilà, j'ai fait une feuille de calcul, mes ponts tiennent, donc mon calcul sur l'égalité salariale doit tenir aussi. Voilà, donc c'est mon quotidien, c'est de trouver des moyens de sortir de ce débat, parce que c'est ce qu'on essaie de faire, de se sortir de ce débat. Y a-t-il écart ou pas écart? Partons du principe qu'il y a écart. Et tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y a une enveloppe de rattrapage? Alors, il n'y a pas d'enveloppe de rattrapage au niveau du groupe. On a des enveloppes de rattrapage dans certaines des entités. Vous connaissez sans doute la structure de Vinci, c'est quand même plus de 3500 entreprises avec une structure pas hiérarchisée du tout, contrairement à l'image que ça peut donner. Donc on est une fédération ou une confédération, je laisse nos amis suisses et de la CFDT valider le terme. On est une fédération de 3500 boîtes et donc en centrale à la holding, on ne capte pas et on n'instruit pas de manière péremptoire des actions parce qu'elles ce serait inefficace compte tenu de la diversité des métiers qu'on a et de la diversité des secteurs dans lesquels on opère. Est-ce que, en tant que corporate, en tant que représentant d'entreprise, tu es en faveur de cette nouvelle loi? Je suis tout à fait en faveur de cette nouvelle loi. Je suis en faveur de n'importe quelle loi qui essaye, qui tente de éliminer ce problème. Donc des lois, il y en a eu plein, parce qu'on cite toujours celle de 73, celle de 2004. Il y en a une qu'on oublie régulièrement, et je titille les RH et les managers, celle de 2006 qui oblige à actualiser les salaires quand une femme revient de congé maternité. Qui connaît cette loi? Qui sait dans son entreprise quel est le taux d'application de cette loi? L'obligation de traiter de l'égalité professionnelle, pas salariale, l'égalité professionnelle dans les accords. Est-ce que vous avez compté dans vos entreprises, donc 100% des boîtes sont tenues, est-ce que vous avez compté dans vos entreprises le nombre de boîtes que vous avez face à ce 100%? Généralement, on ne le fait pas, donc c'est tout ce travail de ne parlons plus de l'écart ou pas de l'écart, partons du principe qu'il y en a un, et travaillons tout un tas d'éléments pour engager le débat et engager les hommes et les femmes dans le débat. Très intéressant ça comme posture.
partons du principe qu'il y en a un. Ouais, Corinne, tu voulais dire? Oui. Oui, et puis moi qui suis statisticienne de formation, on va quand même donner enfin voilà, les grands enjeux de chiffres, hein, parce que tu as dit 10%, mais parce que ce chiffre-là, on l'entend rarement. Ce qu'on entend dans la presse, c'est plutôt 25% d'écart de salaire. Donc dans ces 25% d'écart de salaire, il y a un tiers qui vient de différence de temps de travail. Donc davantage de femmes à temps partiel, davantage de femmes en congé parental. Donc un tiers vient de la différence du temps de travail. Reste grosso modo 19-20%. Donc le deuxième tiers vient de ce qu'on appelle la non-mixité des métiers. C'est-à-dire que les femmes et les hommes sont ségrégés dans un certain nombre de métiers. Chez Vinci, il y a beaucoup plus d'hommes. Madame est dans la banque, il y a davantage de femmes dans la banque assurance. Mais la ségrégation va plus loin, c'est-à-dire que les femmes, 50% des femmes, sont concentrées dans 10 familles de métiers qui sont les métiers les moins valorisés. Donc déjà, vous avez, les femmes vont dans les métiers qui rapportent le moins et les hommes vont dans les métiers qui rapportent le plus. Donc, mesdames et messieurs qui avez des filles et des garçons, dites à vos filles de réfléchir à s'orienter dans les métiers qui rémunèrent mieux, parce que déjà, au départ, dans les choix d'orientation, il y a un handicap. Et puis, il reste enfin ce dernier tiers qu'on appelle celui de discrimination pure, d'inexpliqué, suivant qu'on veut être plus ou moins politiquement correct, plus ou moins engagé. Je rappelle régulièrement que ce 9-10% d'écart ramené à une vie professionnelle de 40 ans, c'est quand même comme si on travaillait gratuitement pendant 4 ans. 4 ans. Donc, dans la salle, est-ce que, messieurs, vous aimeriez travailler gratuitement pendant 4 ans? Et est-ce que vous aimeriez que vos compagnes, vos sœurs, vos filles travaillent gratuitement pendant 4 ans? C'est la valeur d'une maison. Voilà, les enjeux, ils sont là, hein, pour avoir remis un peu en perspective. Et enfin, par rapport à l'engagement des entreprises, et ça c'est super important, on a les lois, etc. En France, on a encore 56% des entreprises en France qui ne sont pas conformes à la loi, au sens où elles ne sont même pas engagées dans un plan d'action ou un accord en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. 56%. Voilà. C'est ça la réalité quand même de l'application de la loi en France. Véronique, comment ça se passe en Suisse? Puisque tu as créé cet outil de certification, je suppose que c'est parce qu'on est face à la même problématique. Alors, évidemment, je pense qu'il n'y a aucun pays qui fait très bien, très mal en matière d'égalité salariale. En fait, pourquoi j'ai créé cet outil? C'était d'abord partant du constat que on en a parlé tout à l'heure, le fait d'être dans une situation de discrimination salariale, c'est un combat comme Goliath versus David et Goliath. Et même si effectivement le fardeau de la preuve est retourné, c'est toujours très très compliqué. Il y a très peu de femmes qui arrivent à leur fin, et en plus elles sont, je dirais, blessées à vie. Donc c'est extrêmement dommageable. Et on n'avance pas comme ça. Donc en fait, pour moi, c'était vraiment de dire, mais finalement, effectivement, c'est une réalité. D'un côté, on a des entreprises qui disent, chez moi, bien sûr que nous traitons les hommes et les femmes, et c'est une évidence. Mais de l'autre côté, il y a effectivement tous ces chiffres. Les 10, les 15, les 20, les 26, les 23, les 22,5, les 40, enfin bref. On sait qu'il y a ce combat de chiffres. D'ailleurs, beaucoup d'organisations fêtières s'appuient sur ces combats de chiffres pour dire mais non, mais de toute façon c'est faux, parce que vous voyez très bien, donc effectivement c'est pas un vrai problème. Donc finalement le problème, oui, c'est important de mesurer parce que ça donne tout de même un point de départ, mais c'était de dire, mais en fait, s'il y a des entreprises qui disent qu'elles pratiquent l'égalité salariale, qu'elles traitent les hommes et les femmes de la même manière, mais donnons-leur la possibilité de le prouver et de passer à l'action. Et donc, en plus, derrière cette question d'égalité salariale, on a le mot égalité et le mot salaire. Deux mots qui sont réellement, terriblement, qui font très très peur, n'est-ce pas? On est dans l'émotionnel, ça appelle toutes sortes d'émotions en tout un chacun, et nous avons tous des émotions différentes à ce sujet d'ailleurs. Et c'était donc de dire, ok, on est face à des entreprises, elles doivent avoir une solution pour prendre ce problème de plein pied, je dirais. Et donc, je me suis dit, pour arriver à quelque chose de très pratique, c'était de mettre en place une certification, un outil avec lequel les entreprises sont déjà très à l'aise, les ISO,
les ISO 9001, les ISO 14000, enfin des outils très courants pour une entreprise qui amènent de l'objectivité avec surtout, et le point important pour moi, c'était non seulement de développer un outil, mais c'était aussi d'amener des partenaires, c'est-à-dire des partenaires crédibles, des partenaires professionnels. Pour ce faire, moi j'ai d'abord, qui dit analyse salariale, égalité salariale, on parle d'abord de faits, il y a une partie qualitative, il me fallait une expertise sur ce domaine-là, et en fait, comme quoi j'étais sur une vague porteuse, hein. J'ai débuté en 2004-2005 et il fallait un outil d'évaluation des salaires. Et à l'époque, en Suisse, l'Université de Genève avait développé, enfin un professeur au sein de l'Université de Genève, un professeur en économie, avait développé une expertise en matière salariale qui était d'abord fait par rapport à nos bilatérales, pour pas qu'il y ait de dumping salarial, et c'était applicable à la question du genre. Et cette expertise a été retenue dans un cas qui a fait jurisprudence au tribunal fédéral, c'est notre plus haute cour en Suisse. Et en fait, la femme, c'était une juriste, donc elle a eu la force, c'est grâce à elle en fait que ça s'est fait, elle a eu la force d'aller tout en haut, de continuer de persévérer pendant plusieurs années, et elle a obtenu 300 000 francs suisses pour discrimination salariale. On ne parle pas de tort, on parle de discrimination salariale. Et ça a vraiment envoyé un signal très fort dans l'économie en Suisse. Ça a été un véritable... Ça a complètement changé les choses. Et pour nous, en fait, c'était le point de départ. Parce qu'en fait, là, il y avait une expertise qui avait été reconnue par la plus haute instance juridique. Et ça, c'était le premier point. Mais il ne suffit pas d'avoir des éléments quantitatifs. Il est aussi important d'amener des éléments qualitatifs à travers un audit qui permet d'amener de l'objectivité et de voir la question d'égalité salariale au sens large. Et l'importance, c'était aussi d'amener des experts par rapport à cette approche qualitative d'audit. Et en fait, à l'époque, je me suis adressée à 3 de ces grandes audits. Le but était déjà à l'époque de ne pas s'arrêter à la Suisse, mais de viser en fait grand, sachant que c'est un problème universel. Et SGS est rentré, la Société Générale de Surveillance, qui est leader d'audit, est rentré dans le développement de cette certification dès le départ. Et puis le troisième axe, je dis toujours c'est la fille clochette, c'est bien sûr l'argent, le financement. Et ça c'est la Confédération Suisse qui a financé tout le développement parce que c'était à l'époque, c'était toujours une des priorités de la Confédération Suisse. Pourquoi j'insiste sur ces 3 aspects-là? Parce qu'en fait, finalement, c'est ce qui a amené la crédibilité, ce qui a aussi fait qu'en fait, il y a des entreprises pionnières et courageuses, parce qu'il fallait du courage, il le faut toujours d'ailleurs, il y a encore beaucoup à faire. Il fallait ces éléments-là pour que ces entreprises fassent le pas. Et je pense que ça, ce sont des éléments qui nous ont beaucoup servi dans le temps. D'où ma question, je ne sais pas lequel de vous 3 veut nous expliquer en quoi consiste la nouvelle loi. C'est toi, Béatrice? Allez, vas-y. Alors, la loi pour choisir son avenir professionnel qui embarque des questions d'égalité salariale et aussi de violence sexuelle et sexiste au passage, mais le sujet, elle pourrait nous suffire en tant que tel. Tout le diable va être dans l'outil d'évaluation. Et donc les discussions qui vont commencer maintenant sont sur l'outil d'évaluation. C'est-à-dire qu'on a particulièrement insisté dans les concertations, discussions, puisque ce n'était pas tout à fait des négociations, sur le fait qu'on voulait un outil d'évaluation commun à toutes les entreprises. Et pas chacun fabrique le sien, puis comme ça, met un peu ce qu'il veut dedans. Donc l'idée aussi, c'était de s'appuyer sur des choses que les entreprises ont l'habitude de produire, c'est-à-dire des indicateurs qu'elles produisent déjà dans les bilans sociaux, dans le rapport de la situation comparée des hommes et des femmes, enfin dans des choses qu'en France on produit déjà, à destination des élus notamment, et donc de réutiliser ces outils-là, pour pas qu'on nous dise « oh là là, c'est trop compliqué, les réseaux RH ils vont pas y arriver, ça va être trop de travail, ils ont encore des semaines à produire des indicateurs », donc non, les indicateurs existent déjà. Donc l'idée c'est d'avoir des indicateurs qui soient donc communs à toutes les entreprises, qui soient rendus publics, avec effectivement la nouveauté, c'est l'obligation de résultat. Donc on va sûrement avoir des discussions extrêmement tendues sur les indicateurs, puisque l'idée aujourd'hui qui semble
en tout cas être celle qui va nous être proposée très bientôt, c'est un indicateur sur effectivement les écarts de salaire à l'instant T, c'est-à-dire une photographie des écarts de salaire par tranche d'âge et par niveau de classification, mais aussi un indicateur sur la question de la maternité, que tu évoquais tout à l'heure, parce que ça aussi c'est une obligation légale depuis qui n'est pas respectée, donc là aussi un indicateur là-dessus. Un indicateur sur le pourcentage de femmes, ayant eu une augmentation par rapport au pourcentage d'hommes, ayant eu une augmentation dans l'année. Un indicateur sur le nombre de promotions, parce qu'il y a la question de la carrière, et un indicateur sur les 10 plus hautes rémunérations, si on parle des grosses entreprises. Combien de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations? C'est là que normalement on devrait avoir des résultats absolument catastrophiques. Mais bon, voilà, ça, nous en tout cas on pousse. Pour ce qui concerne mon organisation, il y a un consensus des organisations syndicales, et y compris d'ailleurs je crois d'associations, pour pousser pour que cet indicateur-là soit... Et après il va y avoir des niveaux de pondération qui vont ou pas réduire l'effet pour les entreprises. Il faut être conscient que ça, les enjeux financiers sont importants. Les entreprises ont 3 ans pour se remettre en conformité. Les enjeux financiers sont très importants. Tanguy, tu voulais... Oui, je voulais, parce qu'effectivement, je sais ce que Béatrice vient de dire, je sais l'intérêt que ça apporte dans mon métier de direction de la diversité, et je sais la résistance que je vais retrouver dans les COMEX et les CODIR, et chez les directeurs financiers qui vont vouloir passer des provisions. Mais comme je le disais en préambule, il faut y aller. À un moment, il faut y aller. C'est un coût. Les entreprises, elles savent très bien passer une provision quand il faut passer une provision. Quand J Power passe 23 milliards de provisions, ils les ont trouvés les 23 milliards. Donc c'est une réalité et on ne peut pas refuser le débat sous prétexte qu'on ne sait pas de quoi on parle. Comme je le disais, il y a un écart. Valeur de travail égal, classification. Ne nous arrêtons pas à ça. Et oui, nous allons avoir la discussion, parce que notre intérêt dans le dialogue social, il est de négocier parce qu'on négocie tous, et c'est bien normal, et de savoir à combien on doit monter la provision pour ce fonds de rattrapage des inégalités salariales sur 3 ans. Sinon, effectivement, toutes les entreprises françaises seront soumises à la pénalité, parce que ça, c'est dans la loi, c'est pas dans le décret, c'est déjà dans la loi du 5 septembre, 1% de la masse salariale, si au bout de 3 ans, vous n'avez pas réussi vos objectifs. La loi et pas les décrets décrivent aussi tout un tas d'éléments de progrès et d'incitation au progrès. L'incitation coercitive, on doit faire des plans annuels ou pluriannuels. On doit, dans les SA et les commandites par action, mettre le sujet sur la table des négociations des instances dirigeantes de ces structures. Donc la loi, c'est pas juste un bâton, c'est le coup de bâton, vous l'aurez si vous ne faites pas. On ne veut pas donner un coup de bâton tout de suite, mais vous l'aurez si vous n'avez pas fait tout ce qu'on vous propose. Et moi, tout ce qu'on propose me va, puisque je vous le disais, il faut maintenant travailler, non pas sur l'écart chiffré, il y a des chiffres partout, ni sur le travail. On part de l'écart, et on dit pourquoi il y a des écarts, et c'est l'égalité professionnelle qui compte. Il faut la maternité. Quel est l'accès différencier des hommes et des femmes au droit d'un contrat de travail et au droit du travail? Quel est l'accès genré à la flexibilité du travail? Alors on parle de... Voilà, est-ce que c'est mesuré ça justement? Chez nous c'est mesuré. Nous on mesure pas entre hommes et femmes le nombre d'hommes et de femmes qui sont à temps partiel, par tranche d'âge, par catégorie socio-professionnelle, et après on a une discussion qualitative avec le responsable de l'unité et le RH, est-ce que ce sont des temps partiels choisis ou des temps partiels subis? Pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, l'analyse. L'accès à la promotion, on sort un indicateur qui démontre le différentiel d'accès à la promotion. Changement de catégorie socio-professionnelle dans l'exercice financier, combien d'hommes, combien de femmes? Accès à la formation, combien parmi les cadres y a-t-il eu de personnes qui ont eu accès à la formation, distinguant les hommes et les femmes? Nombre d'heures de formation. Et après, on rapporte l'un à l'autre. La formation d'un manager homme, elle est plus longue ou elle est plus courte que la formation d'un manager femme. Et là, on tombe sur ce que vous entendez. On tombe sur l'histoire, on tombe sur le poids du masculin
dans l'histoire, sur les schémas intellectuels, économiques, financiers, ont été pensés par les hommes pour les hommes il y a bien longtemps, et on vit encore avec ça. Là, je sais de quoi je vous parle, parce que je viens de la construction. Donc chez nous, on a encore Vinci égale construction, égale force physique, égale homme. Ça fait des centaines d'années qu'on a inventé la grue, la roue, les engins de levage, de ripage, de transport. Ça fait des dizaines d'années que tous les équipements de sécurité et de protection viennent dans toutes les tailles, toutes les formes et toutes les matières. Et on peut aujourd'hui piloter une grue sur un chantier depuis son salon sur un smartphone. Donc je n'accepte plus que les managers me disent « Pour faire avancer un chantier, il faut que les gens soient là. Et un chantier, ça avance de 7h du matin à 22h. » Non, c'est plus vrai. Ça n'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Et on doit lutter contre ce stéréotype. Et pour lutter contre ce stéréotype, c'est en renvoyant à ces éléments de la vie des gens au XXIe siècle. Je dis souvent, on utilise à tort et à travers le mot écosystème. Le mot écosystème, il ne faut pas oublier que c'est des êtres vivants et leur interaction entre eux et avec un milieu. On a toujours l'impression écosystème qu'on parle que d'individus. C'est l'interaction avec un milieu. Si on travaille le milieu, le biotope en langage scientifique, on doit transformer les occupants du biotope. Donc, reconnaissons ces souhaits de mettre fin à l'autocensure qui sont pas genrés, qui sont pas politisés, qui sont pas bipartisan comme disent les Américains. Reconnaissons que l'exemplarité, elle est pour chacun et chacune dans l'entreprise une clé de reconnaissance. Reconnaissons que les équilibres de temps de vie, c'est un enjeu pour tout le monde, et rentrons par là, et discutons, et c'est ce que j'organise chez Vinci, comment chacun ressent ça, mais pas en tant qu'homme et femme, comment chacun ressent soi personnellement. Qu'est-ce qu'on attend de la flexibilité? J'ai beaucoup de mal à rentrer dans les discussions télétravail, pas télétravail. Le débat est chargé politiquement, ces mots ont été chargés de sens fort, donc on est forcément binaire, donc on n'y arrivera pas. Donc, il faut sortir de ça et rentrer par le constat. Aujourd'hui, on peut exercer sa mission professionnelle, quelle qu'elle soit, depuis une variété d'endroits. Le sujet, c'est la diversité des lieux depuis lesquels on peut exercer son activité professionnelle. Tout le monde dans la salle a fait une partie de son boulot depuis un smartphone, dans un train ou dans un métro, a passé un appel pro depuis un parking, à bidouiller ses mails le week-end. Donc c'est pas un enjeu de droit à la déconnexion, télétravail, pas télétravail. Ça c'est la loi, ça c'est le bâton, ça c'est pour y amener le sujet qui est derrière. C'est les individus ont des variétés de vie et il faut trouver le moyen de les accepter toutes et non pas de les penser qu'à l'aune de la vie pensée par les hommes pour pouvoir progresser. Mais il y a quelque chose que j'ai pas compris. La loi, donc c'est une obligation maintenant de résultat. Il y a des pénalités qui sont associées et qui finalement 1% de la masse salariale totale, c'est bien plus que l'écart salarial dont les entreprises pourraient bénéficier parce que ça leur coûte moins cher globalement embaucher des femmes que des hommes. Donc c'est vraiment le bâton, il est là. Mais ça passe par quoi? Parce qu'on vous parlez d'indicateurs, mais est-ce que ça passe par une certification obligatoire comme pour l'Islande ou une possibilité de certification comme ce que Véronique a mis en place? C'est le processus. Moi, je suis une entreprise, je fais quoi? Ok, je dois travailler sur mes indicateurs et puis quoi? On construit une note. Une note globale. Enfin, l'objectif là, c'est de construire une note. Alors, et tout l'enjeu des discussions sera de dire, imaginons que la note soit sur 20, est-ce qu'à 14 sur 20 on paye des pénalités ou est-ce qu'on n'en paye pas? Ah, une note, c'est pas une note écrite, c'est vraiment une note sur 10, tu veux Une dire. note- Une Une note évaluation. sur 20, comme à l'école. Une Ah, note évaluation. sur 20. Alors, je sais pas si Ok. c'est sur 20, sur 10, sur 100. Ah oui. Enfin, bref. D'accord. Aujourd'hui, une note, chaque indicateur D'accord. compte pour une part de la note. La note globale. Et donc, tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on construit cette note. Et ensuite, une fois qu'on a la construction de la note, D'accord. à partir de quel niveau est-ce qu'il faut avoir 18 sur 20 pour être un bon élève et ne pas payer les 1%? Ou est-ce qu'à 10 sur 20, on paye déjà plus, ce qui du coup n'a pas le même effet. Hein. Bon, moi, je suis d'accord sur toute la démarche qualitative, mais la démarche qualitative, évidemment qu'elle est nécessaire, mais on s'aperçoit quand même depuis 10 ans ou 12 ans qu'on a essayé de faire de la démarche qualitative. Les réseaux RH avec les organisations syndicales d'ailleurs, et ça ne marche pas, donc à un moment il faut dire, bon,
Là maintenant on y va, on arrête de tourner autour du pot, on y va. Donc la note, donc soit on est un bon élève, soit on n'est pas un bon élève. Si on n'est pas un bon élève, on paye. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'annonce. Qui va décider de ça? Alors, on a multilatéral, des concertations, organisation syndicale, organisation Mais patronale. à un moment donné, le gouvernement va trancher. Et à un moment donné, ça va trancher. Je rajoute juste, il y a des. Tu demandais, mais comment on fait l'entreprise? Alors, je vais prendre l'exemple de Vinci. Eh ben, on cherche des outils, des méthodes, des méthodologies qui nous permettent de traiter ces sujets du biotope dans l'écosystème. Et je vais faire un peu de pub pour Véronique, après tout, il n'y a pas de raison de ne pas en faire. On considère que la méthode qui est proposée par Equate Salary est efficace. Parce que la méthode est capable d'identifier, elle ne s'arrête pas à l'écart. Elle va aux causes de l'écart. C'est ça. Et sans apporter un jugement, sans dire bah, vous êtes non conforme à la loi. C'est pas le sujet d'outil de la méthodologie. C'est voilà où sont vos leviers, voilà où vous allez sans doute pouvoir arriver à obtenir sur ce sujet une meilleure égalité professionnelle, pour reprendre le vocable que j'utilise pour englober tout le travail sur ces éléments du biotope. Véronique, tu nous racontes un peu, justement, peut-être quelques expériences. Oui. En fait, je voulais rebondir sur ce que vous disiez les deux, parce que finalement, ce que tu disais, oui c'est vrai, le soft ça va un moment, mais il faut aussi à un moment donné, il faut prendre la photo. Il faut faire la photo, il faut avoir les chiffres, il faut mouliner. Et en fait, nous, je dirais, les deux ne s'opposent pas. Nous avons décidé de les mettre ensemble, de les lier, ils sont complémentaires. Parce que les chiffres, c'est un moment, c'est une photo. Mais si on n'a pas le qualitatif derrière, avec tout ce que ça englobe, indicateurs y compris, parce que tous les indicateurs dont vous avez parlé, y compris la formation, l'accès à la formation selon le taux d'activité entre hommes et femmes, et j'en passe encore d'autres, parce que je ne les connais pas, la liste est longue, et c'est obligatoire pour l'entreprise de les mettre en place. Je dirais que si on n'a pas cette deuxième partie qualitative, une fois qu'on a le point de départ clair, et avec des objets, avec des exigences claires, hein, nous on a une marge de tolérance. Alors la loi, on sait bien que c'est 0, mais nous avons une marge de tolérance de 5%. Mais en plus, la méthodologie que nous avons développée, ça nous permet en fait, nous partons de là, nous n'avons pas c'est pas une méthode standardisée. Au contraire, nous partons de ce que l'entreprise met en place, parce que finalement, ce qui est aussi important quand on parle des entreprises, c'est de réaliser, c'est pas du tout une masse compacte et homogène. Au contraire, chaque entreprise doit pouvoir être libre de fonctionner comme bon lui semble, pour autant qu'elle traite les hommes et les femmes de la même manière. Et dans notre expérience, d'ailleurs, je vais vous faire sourire, parce que nous avons, dans les tout premiers, nous avons commencé en 2009, c'est un long processus de développement et de tests et de pilotes. Les premières entreprises, nous avons eu le World Economic Forum, nous avons eu une église cantonale protestante, nous avons eu une marque horlogère. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que finalement, chaque entreprise, et ces trois entités qui sont vraiment très différentes dans leurs activités, chacune a eu besoin à un moment donné de regarder ce qui se passait chez eux. Et chacune y a trouvé son compte, mais chacune a été évaluée dans son contexte, et non pas selon un critère. Parce que si on met en place des critères bien particuliers en termes d'évaluation salariale, on risque de se trouver dans une situation où on dit « Ok, oui, mais bon, ce système, on a dû faire des contorsions, et donc à la fin, ben, finalement, ce n'est pas vraiment la réalité. » Et donc ça, je pense que c'est un élément très important. Et puis la deuxième partie, pour défendre cette partie qualitative, elle est essentielle, parce qu'une fois qu'on a identifié, on est en dessous des 5%, qu'on a été capable d'identifier des écarts individuels que l'entreprise va devoir documenter, avec avec des preuves à l'appui, c'est-à-dire si ce sont des écarts, comme Corinne les expliquait, structurels pour des questions objectives ou des questions suite aux évaluations, aux performances, d'amener les preuves. Mais au moment où on se trouve devant un écart qui est non explicable, parce qu'on appelle ça tout simplement de la discrimination, à ce moment-là, l'entreprise va devoir mettre un plan d'action, combien et quand. Et elle va devoir s'y tenir. Et ça, c'est l'engagement qu'elle prend en rentrant dans cette logique-là. Et en fait, le fait qu'il y ait cet audit après coup, après l'analyse salariale,
ça permet de donner la garantie de l'amélioration continue. On est dans une logique de qualité, et toute action entreprise dans cette logique-là peut justement produire un mieux. Et je le dis sans rougir, toute entreprise qui a fait la certification est meilleure à la sortie qu'à l'entrée. Et ça, c'est son impact. Hein. Ouais, et ça, c'est le retour que je reçois des entreprises. Moi, j'ai des entreprises, les premières, parce qu'elles se sont engagées, en guillemets, presque à l'aveugle. C'était nouveau, c'était complètement novateur à l'époque. J'ai eu parce que j'ai affaire directement au responsable RH qui disait « Ah madame, quoi, si j'avais su qu'il y avait cette partie… » Parce qu'évidemment, ils étaient omnubilés par la question de l'analyse salariale, sans penser à l'analyse qualitative, enfin la partie qualitative, où en fait on a des exigences de processus RH, on a la direction générale est impliquée, les RH sont impliqués, les salariés sont impliqués, les hommes et les femmes de l'entreprise. Si j'avais su que c'était… Est-ce que c'est un révélateur aussi des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes? Oui, bien sûr, parce qu'en fait… Donc, il passe par le salaire pour arriver à d'autres types d'actions aussi. Oui. Et en fait, la grande force, quand on aborde la question salariale, c'est que, en anglais on dit money talks. Quand on parle d'un euro, d'un franc, dans n'importe quelle monnaie, on sait exactement de quoi on parle, et quand on dit que son équivalent féminin gagne 80, on sait exactement de quoi on parle. Donc c'est la force, c'est qu'on parle de quelque chose de très objectif, mais ensuite on élargit la discussion et on part dans un mieux. Et ça, c'est donc ça rejoint ce que tu disais, Tanguy. Corinne? Oui, parce que il faut bien comprendre, personne se réveille le matin en se disant tiens, aujourd'hui au bureau, je vais payer les femmes moins que les hommes. Tout à fait. Enfin voilà, c'est pas un comportement volontaire. Donc ce côté involontaire, il faut comprendre d'un point de vue structurel, d'un point de vue systémique, qu'est-ce qui se passe. Alors par rapport au qualitatif, quantitatif, bon, on a des lois en France qui depuis un certain temps disent voilà, il y a 9 critères sur lesquels il faudrait que vous alliez un peu regarder, et puis bon, je vous donne le chiffre, il n'y a que 56% des entreprises qui ne font même pas l'effort d'aller fouiller. Donc à un moment, effectivement, c'est un peu le côté de la France, c'est-à-dire que comme la loi n'est pas appliquée, alors on y va, alors là maintenant, pouf, on va y aller fort, on va y aller à la sanction. Bon. Ce qui nous inquiète un peu, c'est qu'il y avait eu quand même des très 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 grandes ambitions. Alors là, je prends ma casquette associative, où il était question quand même d'avoir et de s'inspirer de la Suisse, parce que la Suisse a mis aussi en place un outil général utilisable par toutes les entreprises qui leur permet de s'auto-évaluer, qui est déjà quand même un premier pas. Donc on nous avait promis qu'en France, on allait s'inspirer de cet outil suisse pour qu'il y ait déjà de l'auto-évaluation et que les entreprises se mettent en route. Et puis bon, ça, on n'en entend plus parler. Il était question d'une dizaine de critères, on n'est plus tombé qu'à 5, ça c'est des négos, etc. Bon, on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir. Mais là où je vous rejoins, c'est que à partir de cette donnée statistique, et aussi à partir quand même de il faut comprendre ce qu'est ce bouleversement de passer de l'obligation de moyens. Hein. Aujourd'hui, les entreprises avaient juste s'engager dans un plan d'action, c'était dire on promet qu'on va faire le mieux possible de faire et de s'engager pour faire ça et ça, mais sans obligation, sans chiffrage, sans… Voilà. Là maintenant, on passe à l'obligation de résultat, donc il va quand même y avoir une bascule qui nous semble importante, mais effectivement, il va falloir décomposer. Et décomposer, c'est ce que tu disais, c'est que évidemment les inégalités de salaire, elles encapsulent toutes les inégalités de processus. Donc les inégalités à l'embauche, les inégalités dans le processus de formation. Au niveau global, il faut savoir que 50% des femmes bénéficient de formation, alors que 62% des hommes bénéficient de formation. Donc on sent bien déjà que il y a les métiers qui sont différents, etc. Mais enfin, il y a des sources de différence. Il y a évidemment ce qui concerne les évolutions de carrière, il y a ce qui concerne évidemment les promotions, il y a ce qui se passe au niveau des primes. Ce qui se passe au niveau des primes, on va… Voilà. Mais je vais juste démarrer sur l'embauche. L'embauche, donc, c'est les grandes écoles qui ont commencé à faire des études, c'est Sciences Po la première, et puis ensuite HEC, qui vont tout simplement demander, voilà, à leurs jeunes diplômés, c'est quoi vos salaires. Et puis, dès l'embauche de Sciences Po, il y a 5% d'écart de salaire. Alors, après, ça évolue, parce que c'est des gens qui évoluent plutôt vers des fonctions de cadre, et il faut savoir que les écarts de salaire, au niveau des cadres, en fin de carrière, entre les femmes et les hommes, c'est 40 à 50%. Hein. Il faut avoir aussi ces données-là en tête. Donc, côté étudiant, on a demandé, mais bon, alors voilà, comment ça se passe, votre premier entretien, voilà. Et on a découvert que, au premier entretien, 2 tiers des jeunes gens
Apport de sujets, rémunération, bureau, etc. Et 2/3 des filles n'en parlent pas. Donc on a un boulot à faire là, on va en parler. Mais après, on est allé voir les entreprises en leur disant, bon, alors vous recevez les jeunes diplômés, que faites-vous? Ah ben nous, on a des grilles, etc. Ben oui, mais on va regarder un peu avec certaines entreprises. Ah oui, c'est vrai, là maintenant que vous le dites, c'est vrai, il y a des écarts. Et puis donc on leur dit, ben voilà, nous on sait qu'aux entretiens, les jeunes femmes ne parlent pas d'argent, que les jeunes gens en parlent, donc qu'est-ce que vous faites? Ah ben oui, mais écoutez, si elles en parlent pas, vous comprenez bien. Bon, si elles donnent des fourchettes basses, ben, nous on prend le bas de la fourchette, et puis si elle est plus basse que le bas de la fourchette des jeunes gens, ben, on va pas rentrer là-dedans. Mais justement, si on se dit, obligation de résultat, 1% de la masse salariale de l'autre côté, je pense qu'il va y avoir motivation des RH de se dire, c'est un peu ballot quand même. C'est un peu ballot dans nos embauches de jeunes diplômés. On va peut-être quand même faire attention, on va peut-être quand même demander un peu plus les jeunes filles. Dites donc là, c'est quoi vos prétentions? Et puis si elles sont en dessous, eh ben on leur donnera ce qu'on donne aux jeunes gens et on leur formera à un peu plus d'assertivité, un peu plus... voilà. Donc il y a quand même moi j'aime bien être optimiste, enfin, comme tout le monde ici je pense. Voilà, on va y croire et ça va avancer. Véronique a quelque chose à ajouter, je pense à ça. En fait, ce que je voulais ajouter, ce que j'ai observé aussi en Suisse, tu parlais d'un outil qui a été développé par la Confédération, que évidemment on connaît très bien, qui est un outil qui a été utilisé par plusieurs des entreprises. Oui, parce que le tien est privé, hein? Oui, c'est privé, financé par la Confédération suisse, mais néanmoins privé. C'est ça. Et en fait, cet outil qui a été développé en Suisse par la Confédération, je le connais très bien, on a plusieurs entreprises certifiées qui l'ont utilisé, et on a toujours considéré que c'était une bonne première approche. C'est un outil effectivement d'auto-évaluation qui est basé sur 4 ou 5 variables. Et en fait, je répète toujours, bonne première outil, mais pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné qu'on est sur un outil standardisé, et je le mets en opposition sur le fait que les entreprises ont chacune leur propre système, ont chacune leurs propres besoins organisationnels, et de réduire les entreprises à 4 ou 5 variables pour une question aussi importante, c'est vraiment courir le risque de cristalliser les énergies négatives. Parce qu'en fait, finalement, il y a en plus un autre risque que nous avons identifié sur ce point-là, c'est que le fait, ce qui est important, parce qu'on est quand même dans une question qui est aussi étroitement liée au juridique, n'est-ce pas? Parce que finalement, discriminer, on va contre la loi. Ça veut dire que potentiellement, l'entreprise peut être attaquée de manière individuelle ou dans un class action. Voilà, une class action. Donc, on est vraiment sur un terrain très dangereux. Et lorsqu'on part d'un outil qui finalement n'aborde pas la garantie de l'analyse salariale, de la politique salariale propre à l'entreprise, mais qu'en fait, l'entreprise en question va devoir faire des contorsions dans un outil pré-réglé, dans un système qui ne lui correspond pas, il y a le risque justement, finalement, de se trouver en désaccord. Oui, mais si on adapte les règles, les mesures à chaque entreprise, ça va être difficilement comparable. Et comment est-ce qu'on va arriver finalement à une note? Justement, c'est là que j'aimerais en venir, c'est qu'on ne peut pas réduire l'économie à un outil, c'est pas possible, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Je pense que c'est plus important de fixer des objectifs avec un bâton derrière pour permettre de dire les objectifs ils sont là, ils sont fixés, s'ils ne sont pas remplis, ben voilà ce qui va se passer. Et qu'entre deux, on laisse une marge de liberté avec différents types d'outils, bien sûr qui doivent être validés quelque part. Parce qu'en fait, en Suisse, on a observé le même phénomène. Disons, cet outil-là a été développé dans un premier temps pour les marchés publics. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Suisse, pour les entreprises qui sont actives sur les marchés publics, que ce soit aussi bien au niveau confédération qu'au niveau cantonal, les entreprises doivent signer une déclaration comme quoi elles respectent l'égalité salariale entre hommes et femmes. Et par ce faire, elles sont susceptibles d'être contrôlées, et si elles devaient ne pas remplir cette égalité salariale, on pourrait leur retirer ce marché public. Ce sont des millions. À mon avis, ça n'arrive pas souvent, hein, Véronique. Mais les contrôles sont là. Ça se fait régulièrement en Suisse, oui. Et en fait, c'est un grand souci. Je parlais tout à l'heure, c'est un des grands leviers de l'égalité salariale, le marché public en Suisse. Et ce que je voulais dire, c'est que en Suisse,
On a fait transférer cet outil depuis le marché public, on a voulu le rendre beaucoup plus global au niveau de l'économie, et ça a fait une levée de bouclier terrible, parce que finalement, ça permet de concentrer ces fameuses énergies négatives, où tout le monde en fait se dit « Ah non, ça, non ». Donc en fait, ça ne permet pas d'imposer un système, je pense que c'est pas le bon plan. Béatrice voulait réagir à ça? Allez, Alors, moi, enfin, la manière dont on va voir comment on va atterrir finalement à la fin de nos discussions, mais enfin, mesurer les augmentations d'hommes et femmes, ça ne dit pas aux entreprises quelle est la politique salariale qu'ils doivent conduire. Ça dit juste qu'ils doivent avoir une politique égalitaire entre les hommes et les femmes. Après, ils se débrouillent pour la faire. Je ne crois pas que les indicateurs qui soient posés là, si on accepte le dernier qui est dans les 10 plus hautes rémunérations, où là, ça induit sans doute quelque chose d'un peu plus coercitif, mais sinon, ça leur laisse de grandes marges de manœuvre en termes de management de leur politique salariale et de leur politique de cours. Donc, je suis d'accord avec vous, on ne va pas les mettre dans un cadre, puis ils ont 3 ans pour. On a une photographie, et évidemment, l'idée c'est de mettre des plans d'action derrière. Donc, les réseaux RH et les organisations syndicales que nous sommes, à partir de la photo, notre responsabilité dans les entreprises, c'est de se dire ok, on a une photo là, c'est à nous de corriger le tir. Je suis d'accord qu'il faut ensuite accompagner ça de plans d'action quali. Mais nous, on a particulièrement insisté pour avoir un truc qui soit quand même comparable d'une entreprise à l'autre. Alors, je ne sais pas si on ira ensuite jusqu'au name and shame quand on aura les notes globales des entreprises, mais il y a parce qu'on voit bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a déjà tout un tas de lois en France qu'elles n'appliquent pas tranquillement, et pourtant elles ont déjà des obligations. Donc, à un moment, il y a obligation. Vite sur ça, Tanguy, parce que je voudrais passer à... Vite sur ça, parce que Béatrice, dans la loi, il y a aussi l'obligation de publier. C'est ça, il y a une transparence, donc je ne sais pas si ça prépare le name and shame ou pas, mais l'obligation de publier, elle est dans la loi du 5 septembre. Oui. Justement, concernant la transparence, et pour rebondir sur ce que Corinne a dit, finalement c'est dans les emplois de cadre où quand on voit à travail égal, le salaire est le plus inégal. Moi j'ai une autre façon de le dire, c'est que plus une femme est qualifiée, plus elle est expérimentée, donc en fait plus elle grimpe, et plus la différence est importante. En Belgique, on avait évalué effectivement à 36% pour des fonctions de management, ce qui est quand même 36%, c'est énorme. Mais là, on n'évaluait que le salaire de base. Qu'est-ce qu'il en est du variable? Qu'est-ce qu'il en est des bonus? Qu'est-ce qu'il en est même des stock options? Sans parler, parce qu'on a eu, au moment où le gouvernement était un peu plus pro-égalité professionnelle en Belgique, ils ont donné de l'argent à l'Institut pour l'égalité pour faire une analyse de tout ça. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les femmes avaient accès à la moitié moins en valeur, je parle de stock options par rapport aux hommes, que même sur des choses où, là, ça ne dépendait pas d'une politique d'entreprise, mais rien que sur les notes de frais, par exemple, pour le même poste, les notes de frais des hommes étaient beaucoup plus élevées que celles des femmes. Alors, je ne te raconte même pas le téléphone, la voiture, le corner office. Vous savez, en Amérique, on voit le pouvoir au nombre de fenêtres qu'on a dans son bureau. Donc, même ça, les attributs extérieurs du pouvoir, en fait, étaient fondamentalement différents. Alors, est-ce qu'il y a une partie qui va être évaluée dans la nouvelle loi ou pas? A priori, encore une fois, la multilatérale va avoir lieu d'ici 15 jours. Et tout le monde a poussé à peu près dans le même sens. Et objectivement, le ministère du Travail a poussé aussi dans ce sens-là. Dans le salaire seront évalués le salaire de base évidemment, les bonus, les gratifications exceptionnelles, les avantages en nature. Parce qu'on sait bien que si on n'évalue que le salaire de... Parce qu'on parle bien des écarts inexpliqués de salaire. Donc on parle des salaires des cadres, en maîtrise des cadres. On ne parle pas des salaires des ouvriers. Les salaires des ouvriers, ça se traite par le biais des classifications. C'est pas là qu'on les traite. Mais c'est un vrai sujet aussi. C'est un vrai sujet, mais là, on n'y est pas. Donc, on parle bien des écarts inexpliqués de salaire. Et si on traite que le salaire de base, une bonne partie du salaire échappe, ou bien sur les bonus, ou sur donc, non. Ce qui est prévu, alors on se parle, et ce qui va susciter les plus grosses résistances, je ne sais pas s'il y a des gens ici des banques et assurances, mais le secteur des banques et assurances est en ébullition avec ce truc-là, parce que là, il y a des écarts de bonus absolument colossaux.
Donc ils ne veulent pas en entendre parler. Mais oui, l'idée c'est quand même d'inclure les bonus, les barres variables, les gratifications exceptionnelles, les avantages en métier. Ouais, donc, mais sur la classification de fonctions, avant que vous passiez la parole, Christophe Falcoz, qui est bien connu à Lyon, qui travaille beaucoup ces questions-là, a fait l'analyse que justement toutes les classifications de fonctions des métiers essentiellement masculins étaient beaucoup plus détaillées que les classifications de fonctions des métiers dits féminins. Et cette valorisation, comme tu disais très bien, t'en dis tout à l'heure, du masculin par rapport au féminin, se retrouve absolument partout. Le mot technicienne de surface est arrivé. Pourquoi? Parce que les hommes qui nettoyaient les bureaux ne voulaient pas être appelés hommes de ménage, mais quelque chose de plus valorisant. Et c'est vrai que dans nos bureaux, on retrouve les hommes derrière les grosses machines qu'on pousse pour nettoyer, et les femmes, dans les poubelles, elles sont là avec le balai, etc., etc. Et donc parce que c'est ça qui est génial en tout cas dans la façon dont la loi, dans cette nouvelle loi est écrite, c'est cette question de valeur. Alors, cette question de salaire égal pour travail de valeur égale, elle est dans la loi depuis fort longtemps. Hein. Elle est dans la loi européenne. Non, c'est pas nouveau du tout. J'ignorais. Non, ça doit être de ma faute. J'ai du mal vu. Enfin, on en avait parlé et j'ai du mal me faire comprendre. Non, et ça fait 40 ans. Et ce sujet des classifications, on sait qu'il y a un levier extraordinaire d'égalité entre les femmes et les hommes là, mais ça bloque alors à tous les niveaux. Donc vraiment pour vous donner plein de là on parle de techniciens de surface, mais voilà le hôtesse de caisse, hôtesse d'accueil ou les hôtes d'accueil, ils sont pas dans la fonction publique, ils sont pas hôtesses d'accueil, ils sont pas hôtes d'accueil, ils sont huissiers. C'est exactement le même métier, mais il y a une rémunération supérieure parce que dans la classification, huissier c'est mieux que hôtesse d'accueil. Voilà. Et dans tous les métiers, enfin c'est comme ça. Mais rentrer dans la classification, c'est ouvrir une boîte, alors là, qui touche vraiment à ce qui fait l'homme et ce qui fait la femme, ce qui fait la valeur, ce qui fait la compétence, ce qui fait la comparaison. Et là, il y a des blocages colossaux là-dessus. Et Christophe Falcoz dit aussi qu'on donne des valeurs différentes à des qualités différentes. Par exemple, il a remarqué que quand on résout un problème technique, donc on résout rationnellement un problème technique, c'est beaucoup plus valorisé que quand on résout un conflit. Et comme les femmes étant davantage en tout ce qui est humain, le care, etc., ce sont, ça paraît tellement naturel, hein, toutes ces compétences-là, n'est-ce pas? Vas-y, Véronique. J'ai une petite anecdote d'ailleurs sur ce dossier-là. C'est lorsque nous avons mis en place le questionnaire qui est destiné aux collaboratrices et collaborateurs sur leur perception de l'égalité salariale, on a travaillé avec une psychologue du travail qui est ergonome également, qui était également experte pour les questions d'inégalité salariale. Et en fait, c'est elle qui me disait que l'avènement de l'ergonomie a fait en fait reconsidérer le travail, parce qu'en fait l'ergonomie a en fait revu les tâches sous c'est devenu une science en fait, ce qui a permis d'évaluer certaines tâches de manière beaucoup plus factuelle. Et l'exemple qu'elle me donnait, c'est par rapport à la pénibilité, la force, c'était de prendre d'un côté des maçons qui devaient porter des sacs de ciment, et de l'autre côté de prendre une éducatrice de la petite enfance qui devait soulever des enfants. Parce qu'avant, nous les femmes, c'est normal qu'on soulève tous nos enfants, n'est-ce pas? Les papas bien sûr aussi, mais dans une moindre mesure. Et alors, et bien sûr, par extension, une éducatrice de la petite enfance, elle porte des enfants, on ne remarque même pas qu'elle le fait. Elle a plein d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Et tout à coup, le fait approcher l'évaluation par la force, se dire, non seulement je soulève 5, 10, 15 kilos, mais en plus qui gigote. Donc, en fait, on a une approche complètement différente. Et donc, c'est ça l'évaluation du travail. Et c'est ça qui, en fait, permet de modifier les perceptions, modifier les cahiers des tâches. Peu à peu, il y a des entreprises qui le font sous cette approche-là.